Bonjour Bruce Benamran. Bonjour. Alors vous êtes informaticien et mathématicien de formation, mais vous êtes connu pour être youtubeur. Vous avez créé ePensée en 2013, donc une chaîne de vulgarisation scientifique qui a plus d'1 million d'abonnés aujourd'hui. Tout à fait. Vous avez collaboré notamment avec Alexandre Astier, qui est bien connu des fans de la série Kaamelott. Et là, donc en 2020, vous avez innové. Vous avez donc publié votre premier roman, L'ultime expérience, chez Flammarion. Alors, c'est pas votre premier livre, parce que vous avez déjà publié Prenez le temps d'y penser, mais en tout cas, c'est votre première fiction. Tout à fait. Voilà. Oui. Alors, comment on passe de YouTube à la littérature? Comment est-ce qu'on passe? Pas tout à fait. Alors, c'est assez paradoxal, je veux dire, parce que c'est à la fois quelque chose de très naturel et en même temps pas si naturel que ça. C'est-à-dire que c'est naturel dans le sens où je pense que beaucoup de youtubeurs et de créateurs sur YouTube ont envie de raconter des histoires et ont en général peu de moyens pour le faire. Et pour le coup, c'est vrai que le livre, ça offre une liberté dingue. On peut raconter ce qu'on veut, il suffit juste de l'écrire. Et en même temps, c'est pas si naturel que ça parce que c'est... alors je ne sais pas si c'est dans les usages, si c'est psychologique ou tout ça, mais il y a toujours une espèce de méfiance vis-à-vis, alors c'est pas spécifique aux youtubeurs, mais en tout cas j'ai l'impression qu'en France, dans le monde de l'art et de la création, on n'aime pas tellement que les gens bougent de case. Il y a quelques shifts qu'on accepte, mais par exemple un chanteur qui veut devenir acteur ou qui veut d'un coup écrire une pièce de théâtre, ou, voilà, ça pose toujours, donc il y a toujours cette espèce de méfiance, donc c'est pas si facile que ça, mais en même temps je vais pas me plaindre, je veux dire, voilà, je pense quand même avoir plus largement bénéficié du fait que j'étais youtubeur plutôt qu'avoir été bloqué ou gêné. D'accord. Alors donc dans l'ultime expérience, votre personnage principal, Sylvain Guérin, alors c'est un employé que vous qualifiez de... alors le terme c'est sans histoire. D'ailleurs, il est même tellement sans histoire qu'il peut en paraître limite un peu factice, parce que ça c'est un des personnages du roman qui se fait cette remarque au sujet de Sylvain Guérin. Mais un jour, sa routine va s'enrayer, parce qu'un matin, il entend à la radio qu'un accident de la circulation s'est produit sur l'itinéraire qu'il utilise chaque jour pour aller au travail. Et la victime de cet accident, un certain Sylvain Guérin, est mort. Donc alors, il pense à un homonyme, mais quand même, ça le trouble un petit peu. Ensuite, il reçoit plusieurs messages anonymes qui l'exhortent à surtout ne pas se rendre à son bureau ce matin-là. Et finalement, il va se retrouver fuyard, en train d'essayer de sauver sa vie, sans trop savoir par quoi ni par qui elle est menacée. On peut ajouter aussi qu'il s'agit donc d'un thriller scientifique, qu'on flirte un peu avec le roman d'anticipation. Un petit peu. Voilà, qu'il est question de nanotechnologie, de manipulation génétique, alors de transfert de mémoire humaine et d'immortalité. Toutes les joyeusetés, voilà. Toutes les joyeusetés un peu dans l'air du temps, notamment sur tout ce qui va toucher plus ou moins de près ou de loin au transhumanisme. À savoir, ok, l'humain maintenant, si on l'aide un peu à évoluer, dans quelle direction est-ce qu'il va évoluer? Et c'est vrai que, alors du coup, moi, Sylvain Guérin, c'est vrai que je suis parti d'une base qui est très classique, c'est-à-dire d'avoir un personnage tout à fait ordinaire dans une situation extraordinaire, mais je voulais que ce personnage ne soit pas juste un personnage ordinaire. Je voulais que vraiment, c'est-à-dire que la première approche qu'on a de ce personnage, c'est oui, voilà, c'est le type le plus lambda au monde. Le gars qui, chaque jour, fait rigoureusement la même chose, et qu'en creusant un peu, on commence à se dire, c'est que même lui, il commence à se dire, est-ce que je suis si ordinaire que ça, finalement? Et qu'est-ce qu'on peut dire encore de l'intrigue sans trop la dévoiler, quoi, parce qu'on ne peut pas aller trop loin dans... Sans trop la dévoiler, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que parallèlement à ça, on suit aussi les travaux d'un certain nombre de chercheurs qui étudient depuis des décennies, qui font des recherches sur la mémoire. Après, en dire plus, parce qu'évidemment tout ça va se croiser, tous les personnages vont dans la même direction, qu'ils le sachent ou pas. Et voilà. Après, on va rentrer trop dans les surprises. Moi, j'ai voulu vraiment que ce roman soit un peu comme un puzzle, où à chaque fois qu'on met une pièce, mais où on n'a pas l'image du début, c'est-à-dire qu'on met les pièces au fur et à mesure, et puis d'un coup on se dit « Ah tiens, là je vois ce que c'est, mais du coup qu'est-ce qu'il y a ici ?»
et en essayant de faire en sorte que le lecteur soit surpris à chaque fois. Je sais que moi, en tant que lecteur, j'aime beaucoup ce que je dis comme ça, c'est assez simplement, j'aime beaucoup me faire balader. C'est pour ça, moi, j'adore les bouquins de Chuck Palahniuk, parce que Chuck Palahniuk, il me balade sur chacun de ses bouquins. À chaque fois, je me dis, c'est bon, cette fois-ci, je sais où il va. Et à chaque fois, juste avant d'y arriver, il fait un angle droit et il part dans une direction complètement insensée. Donc là, bon, c'est pas du Chuck Palahniuk non plus. C'est-à-dire que c'est plus, pas linéaire, mais on voit un peu plus où on va. Mais je pense que les lecteurs se feront un peu surprendre quand même par moment. Oui, oui, parce que la construction aussi, la construction du livre est assez déconcertante, parce que les chapitres sont très très courts, oui. Et en gros ils correspondent, un chapitre égale une scène. Donc est-ce que c'était un moyen d'impulser un rythme un peu oppressant, parce qu'en effet le lecteur vous l'embarquez et vous le lâchez pas une seconde, il n'a pas une seconde de répit, quoi. Donc est-ce que c'était le but visé Alors, c'était à la fois le but, oui, c'était que ce soit vraiment... C'est-à-dire que Sylvain Guérin, donc, il va se retrouver embarqué au début, malgré lui, dans une histoire où il ne va rien comprendre à ce qui lui arrive. Et donc, moi, je voulais effectivement qu'il y ait ce côté-là de... On ne peut pas se poser 5 minutes pour dire qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, c'est vrai que moi, comme c'est mon premier roman, je n'ai pas de formation d'auteur, j'ai pas un style... C'est-à-dire que c'est pas je vise pas de la littérature classique, c'est pas introspectif. Donc moi, je me suis rattaché à ce que je maîtrisais le mieux. Non pas que je maîtrise vraiment, mais que je maîtrisais le mieux, à savoir le langage cinématographique. Et du coup, c'est vrai que c'est découpé plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de lecteurs qui m'ont dit, moi je le lis, je le vois, l'histoire. Et c'est découpé comme un film. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, c'est un chapitre, une scène, et ensuite on passe d'un personnage à l'autre. Et en même temps, ça c'est aussi un plaisir que moi j'ai en tant que lecteur. Il m'arrive classiquement, moi quand je lis, en général c'est le soir. Et des fois, je commence à avoir les yeux qui se ferment, mais je suis quasiment à la fin du chapitre. Ça s'arrête, j'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite. Je regarde le chapitre d'après, s'il fait 40 pages, je pose. S'il fait 5 pages, je me dis, bon, allez. Et oui, parce que manifestement, la science a vous a beaucoup inspiré. Alors moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que vous aviez envie, dans ce livre, de mettre en scène ce que la science ne permet pas encore ? Oui, clairement. C'est-à-dire que je suis aussi fan d'anticipation, vraiment. Alors, je ne vais pas dire que j'ai tout lu d'Arthur Clarke, parce qu'il a vraiment beaucoup écrit, mais j'ai beaucoup lu Arthur Clarke, j'ai beaucoup lu Barjavel. J'ai beaucoup lu des gens comme ça. C'est vrai que moi, la science-fiction, d'une manière générale, ça me parle, mais vraiment l'anticipation. Voilà, en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a, en vrai, dans le vrai monde réel, il y a des scientifiques qui bossent sur ça. Posons-nous la question, s'ils allaient plus loin avec ce truc-là, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Et c'est vrai que c'est un concept que j'aime bien. Et en même temps, j'aime beaucoup donc, les histoires qui ont une toute petite portion d'anticipation, mais qui sont ancrées vraiment dans le réel. Qui sont au maximum ancrés dans le réel. C'est pour ça, moi, j'ai toujours du mal avec les histoires qui se passent dans un pays qui n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que même si on prend un grand classique comme 1984, j'aime beaucoup ce livre, mais j'ai du mal. C'est pas comme si ça se passait dans un lieu que je connais, où je peux marcher. D'un autre côté, c'était le propos, hein, évidemment. Mais voilà, donc moi, j'avais envie vraiment que ce soit... Voilà, le type, il bosse sur le plateau de Saclay, il prend la N118 et la 86 tous les jours. Il y a des dizaines de milliers de gens qui voient très bien où c'est, quoi. Et voilà, donc pour moi, ça, c'était important. D'accord. Et la question de la mémoire, donc, est centrale dans le livre. Et alors, dans une de vos vidéos, donc sur votre chaîne YouTube, vous avez consacré une des vidéos à ce que vous appelez, c'est une notion en psychologie, hein, de faux souvenirs. Ouais. Qui apparaît un peu dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En fait, alors c'est, que je ne dise pas de bêtises, Elisabeth Loftus, je ne sais jamais si c'est Loftus ou Loftus, je crois que c'est Loftus, dans les années 70, qui voulait étudier la façon dont se stockaient en fait, les souvenirs dans la mémoire. Et elle a fait plusieurs expériences. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, déjà, même si nous, quand on se souvient de quelque chose, on a l'impression d'avoir une vraie narration, quelque chose en continu, on se rappelle le souvenir. En réalité, c'est pas du tout ça. La mémoire est parfaitement épisodique, c'est-à-dire que même sur un événement précis, on va se rappeler une image, un son, une odeur, puis une autre image. Et le cerveau, en fait, il brode autour. Quand on se rappelle,
ce qui se passe entre les deux images qu'il a stockées s'il le brode. Et donc, elle arrivait comme ça, elle a réussi à faire croire à des gens, à leur dire, rappelez-vous quand vos parents nous ont dit que quand vous étiez petit, vous jouiez des fois au jardin d'enfants avec le prince Charles. Et elle fait revenir les gens 3 semaines après, et les gens se rappellent, ils disent oui, je me rappelle, il faisait beau, il y avait un type moustachu avec lui, enfin, ils se rappellent de détails qu'elle a absolument pas abordés, et les gens sont parfaitement sincères, c'est-à-dire que c'est très facile d'implanter un faux souvenir à quelqu'un, et c'est très facile de croire que, mais non, pas du tout, je m'en rappelle sincèrement, et en même temps, il faut vraiment se méfier de ses souvenirs. Et moi, c'est un sujet, quand j'avais étudié cette question-là, pour cette vidéo donc, qui s'appelle « Les faux souvenirs », je vais beaucoup plus loin dans cette vidéo, l'idée avait commencé à me travailler. De me dire, mais si quelqu'un ne peut pas se fier à ses propres souvenirs, à quoi est-ce qu'il peut se fier en fait? Et c'était parti de là. D'accord. Et alors, je crois savoir que vous avez une méthode assez particulière pour écrire, ou en tout cas pour échafauder les intrigues de votre livre. C'est les post-it. Je ne sais pas si c'est si particulier que ça. C'est particulier, je ne sais pas. Bah écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous en ai apporté, donc je vous en donnerai tout à l'heure. Voilà. Oui, alors, comment vous les utilisez? En fait, ce qui se passe, c'est que comme dit, j'estime pas avoir un style vraiment qui justifie à lui seul d'écrire un livre. Donc du coup, moi, je me concentre vraiment sur la structure de l'histoire, sur la façon dont je vais raconter l'histoire, sur la narration, sur l'ordre des scènes, etc. Et ça, c'est comme faire un puzzle, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il faut le faire quasiment à rebours. Donc je commence par poser tout un tas d'éléments. Ça, je le fais avec des post-it, il y en a qui le feraient certainement avec un bloc-notes ou je sais pas. Mais donc je vais avoir des bouts de personnages quelque part, des idées de thèmes, de ce dont je veux parler, d'actions qui pourraient se passer, de lieux qui pourraient être emblématiques. Et au bout d'un moment, il commence à se dessiner quelque chose. À ce moment-là, en général, c'est là qu'il y a un premier nettoyage où il y a des post-it qui partent à la benne et puis on va avoir par exemple des personnages qui vont fusionner. Je veux dire, on a trop un personnage caricatural qui est vraiment le hacker et puis l'autre personnage qui est vraiment le je ne sais quoi, alors qu'en fait, ça pourrait totalement être la même personne, ce serait plus intéressant. Et au fur et à mesure, ça éclaircit. Et à côté de ça aussi, et ça pour le coup, je pense que c'est très classique, notamment pour les scénaristes, j'ai la fameuse roue là je ne sais plus comment ça s'appelle, de Joseph Campbell, là, du monomythe, en fait, c'est la structure, on va dire, la structure archétypale d'une histoire, du voyage du héros qui commence avec l'appel à l'aventure, le refus de l'aventure, la rencontre avec le mentor. Et alors, je m'en sers très très librement, je cours pas vraiment après, mais en tout cas, ça me permet toujours de savoir si je me paume pas. C'est-à-dire que si je vois d'un coup que je me rends compte que la façon dont je vais raconter l'histoire, ce qu'on va appeler bêtement l'exposition, ça fait 200 pages, c'est qu'il y a un problème, c'est que je raconte pas la bonne histoire. C'est qu'en fait, mon histoire, c'est l'exposition. Donc, dans ce cas, il faut que je recentre autour de ça. Et donc, ça me permet de structurer les choses. Et une fois que j'ai fini ça, ce que je fais, c'est que j'écris dans le style le plus dégueulasse possible, mais c'est fait exprès, c'est voulu, le style le plus moche possible. J'écris un résumé détaillé du livre. Mais quand je dis moche, c'est Sylvain entre, il frappe à la porte, on ouvre, il dit bonjour, on répond bonjour. C'est horrible, mais ça me permet d'avoir vraiment toute la trame. Et à partir de là, je vais commencer à avoir une bonne idée de comment je découpe mes chapitres. Je me dis, ok, ce morceau-là, il va aller là, ce morceau-là, il faut que ça s'arrête ici. Et ce qui est marrant, et le truc que je n'avais pas anticipé en écrivant ce roman, et c'est marrant parce que c'est vraiment un truc, je me moquais beaucoup des auteurs et des scénaristes qui disaient ça. Parce que j'avais l'impression que c'était un snobisme, les auteurs qui disent, moi, mes personnages, au bout d'un moment, je ne les contrôle plus, ils vivent leur propre vie, ils font ci, ils font mi. Je me disais, c'est toi qui écris, arrête, c'est bon. C'est genre, oh, je suis un artiste torturé. Et en fait, si, en réalité, moi j'ai été confronté à ça, c'est que quand on a écrit un personnage pendant 300 pages, moi je sais qu'après ce personnage, je veux qu'il s'enfuit, qu'il prenne un taxi. Sauf que j'ai 300 pages qui me disent que ce personnage, jamais il s'enfuit pour prendre un taxi. Il va se cacher ou il va réagir. Et donc du coup, comme j'ai besoin qu'il aille dans ce taxi, donc il va falloir que je trouve par quel moyen est-ce que je peux. Et donc à ce moment-là, on va commencer à retravailler, remonter peut-être un bout de scène pour qu'il soit un peu forcé.
ou alors carrément à dire, bon, bah, ok, il ne prend pas de taxi, mais dans ce cas, il faut qu'il aille ailleurs. Et c'est pour ça que la fin de l'ultime expérience n'est pas du tout la fin que j'avais prévue initialement. Mais pas du tout. D'accord. Et effectivement, les personnages, il y en a beaucoup hein, dans le roman. Il n'y en a pas tant que ça, mais c'est vrai que par contre, c'est vrai qu'ils sont lâchés dès le début. C'est-à-dire que dès le début, on connaît personne, on dit, alors il y a Sylvain, alors là, il y a Richard, il y a Henri, là, et c'est vrai qu'on se dit, ah, qui? Oui, et notamment il y a Catherine hein, qui est une figure assez centrale parce qu'elle se retrouve embarquée dans la fuite de Sylvain qu'elle connaît enfin, à peine ou quasiment pas. Ouais. Alors elle, c'est une geek qui n'hésite pas trop à utiliser des moyens illégaux pour se procurer des informations dont elle a besoin. Vous pouvez nous parler d'elle un petit peu ? Alors elle, c'est ce que dans le monde de l'informatique, à moins que ça ait changé parce que ça évolue très très vite, mais en tout cas à l'époque où je faisais encore de l'informatique, c'est ce qu'on aurait appelé un white hat. Ça veut dire c'est une pirate informatique, mais qui fait ça pour le bien. Elle fait pas ça pour s'enrichir, elle fait pas ça pour faire chanter les gens, elle fait ça pour savoir, pour la justice ou pour aider à comprendre un peu des choses ou pour dévoiler des choses illégales. Et c'est vrai que c'est elle qui va découvrir qu'il se passe quand même des choses étranges autour de Sylvain, qu'il est peut-être en danger. Et elle va simplement vouloir l'alerter au début. Et elle va se retrouver également embarquée dans une histoire pas possible. Voilà. Moi, c'est clairement mes deux personnages préférés, c'est Catherine et c'est Nadia. Nadia, ah oui. Ouais. Donc Nadia, qui est... Alors Nadia, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ce qu'on comprend en lisant le début du livre, c'est que Nadia, elle est affectée à la surveillance de Sylvain. Elle est censée surveiller Sylvain. On ne sait pas pourquoi elle le surveille. On comprend assez vite qu'elle le fait pour le compte d'une société qui s'appelle Globalvis, mais on ne sait pas trop ce que fait cette société. Et voilà. Et au moment où Sylvain va se dire, va réaliser qu'il est peut-être en danger, va se retrouver donc embarqué dans des engrenages où il va se retrouver à fuir, à partir, elle va être très embêtée parce que justement, elle va avoir un mal de chien à lui courir après, sachant que on ne sait pas. À ce moment-là, si elle cherche à l'arrêter, si elle cherche à le protéger, si elle cherche à le faire disparaître, on ne sait pas trop. Mais c'est un personnage assez fort, moi j'aime beaucoup. Nadia, je pense que à choisir, je pense que c'est Nadia mon personnage préféré. Et puis je trouve que c'est un personnage aussi qui a un arc narratif assez fort. C'est qui, je trouve, entre la Nadia du début et la Nadia de la fin, il y a une vraie transformation que j'aime bien, qui me plaît, et que j'avais pas anticipé. C'est le truc vraiment c'est vraiment le personnage qu'il a fait tout seul pour le coup, donc j'étais assez. Oui, parce qu'on l'aperçoit pas du tout de la même manière au début et à la fin, quoi. Ah oui, complètement. Et en même temps. Mais c'est notre regard à elle, notre regard à nous qui se transforme sur elle. C'est pas elle qui. C'est pas seulement notre regard à nous, et c'est aussi des choix qu'elle fait, des décisions qu'elle prend, et des. Oui, c'est à un moment donné. Oui, elle prend. On va pas rentrer dans le débat, mais elle prend quand même quelques décisions qui sont pas nécessairement dans son intérêt à elle. Et pourquoi, pour vous, c'est important de vulgariser la science, d'en faire un objet démocratique? Parce que vous dites que c'est pas réservé aux forts en maths, c'est accessible à tout le monde. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Alors, oui, ah bah clairement. Il n'y a qu'à simplement voir comment depuis un an, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement écouter un professeur qui nous dit « moi j'ai un médicament », alors que toute la communauté scientifique lui dit bah, « prouve-le, pour l'instant tu l'as toujours pas prouvé ». Et qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, finalement, ils votent. Ils disent, moi, je suis plutôt d'accord avec lui ou je suis plutôt d'accord avec eux, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Ensuite, on dit, il y a un vaccin. Les gens disent, oui, mais le vaccin... C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui a un tout petit peu de bagage scientifique, il commence à entendre parler de vaccin, et dans la même phrase de 5G, il devrait se dire, mais ça n'a rien à voir. C'est même pas que ça n'a rien à voir. Et donc, je pense qu'on a une vraie lacune populaire en sciences. C'est pas du tout de la faute des gens, c'est de la faute du système éducatif, c'est de la faute du fait que... c'est-à-dire que simplement, si vous regardez en France sur les 30 dernières années, à la télévision, à part C'est pas sorcier, il y avait quoi qui parlait de science? Je parle pas de parler du corps humain, éventuellement, il y a Michel Simès qui le fait plutôt bien, mais parler de physique, parler de chimie, parler de l'univers, parler des atomes, du fonctionnement du monde, il n'y a rien. Les gens, en général, ils citent, oui, Michel Chevalet. Michel Chevalet, il fait un reportage de temps en temps quand il y a un truc à raconter. C'est tout. Et ce qui se passe, c'est qu'on a en France une tradition très, très abstraite des sciences, qui est très mathématique.
Ça a de très bons côtés, c'est ce qui fait qu'on a, qu'on a des médailles Fields en mathématiques, on a des excellents mathématiciens d'ailleurs qui se font voler par les Américains pour faire des recherches en intelligence artificielle. Donc, il y a besoin d'être fort en maths quand on veut faire de la science, quand on veut pratiquer de la science, quand on veut être chercheur en sciences, quand on veut être scientifique, ingénieur de ça, on ne peut pas y couper. À un moment donné, il faut être dans le jus, dans les équations. Moi, ce que je reproche un petit peu au système éducatif, après je ne sais pas quoi proposer d'autre, donc voilà, c'est juste comme ça, c'est que pour moi, il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour chercher à s'intéresser à comment fonctionne le monde. Donc ok, on ne pourra pas rentrer dans les équations, on ne pourra pas calculer les mouvements des planètes, mais on pourra comprendre pourquoi est-ce que les planètes bougent. Et ça, je pense que ça doit être accessible à tout le monde. En tout cas, je pense qu'on devrait être curieux de ça. Je pense qu'un biais notamment que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé sur ma chaîne, c'est l'histoire des sciences. Je trouve que c'est un biais vraiment très efficace de dire comment est-ce que les gens en sont arrivés là. Comment est-ce qu'Einstein en est arrivé à la relativité, ce qui n'est pas du tout naturel. Mais parce qu'avant, il y a eu Newton, parce qu'avant, il y a eu Galilée, parce qu'avant, il y a eu Giordano Bruno, il y a eu tout un tas de personnes. Et quand on suit l'évolution de ces réflexions-là, on comprend mieux le monde dans lequel on vit. Et je pense que c'est mieux. Après, j'invente pas le fil à couper le beurre. Je veux dire, c'est vraiment pour moi, c'est la meilleure façon de lutter contre toute forme de violence, c'est de lutter contre l'ignorance, en fait. Oui. Donc, vous avez créé la chaîne, entre autres, pour combler cette lacune populaire en termes de sciences en France, c'est ça? Alors, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas arrivé avec une mission civilisatrice pour la population en disant « c'est bon, vous inquiétez pas, je suis là, je vais vous… » En fait, au début, j'ai découvert qu'il y avait des chaînes, c'est mon petit frère qui m'avait fait découvrir ça, qu'il y avait des chaînes de vulgarisation en anglais sur YouTube. Et il y a toujours eu, aux États-Unis, ils ont vraiment, enfin dans le monde anglo-saxon, ils ont une vraie culture de la vulgarisation, avec des gens comme, déjà à l'époque de Faraday, mais également Feynman, Neil deGrasse Tyson aujourd'hui, Carl Sagan, des gens comme ça, qui étaient très populaires. Et en France, pas du tout. Et du coup, je me disais, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas d'émissions en francophone qui fassent la même chose que ce que font ces gars-là. Et qui, d'ailleurs, à l'époque, il y en avait la moitié de ces gars-là, c'était pas des scientifiques, c'était juste des gens qui aimaient ça. Et du coup, mon petit frère m'a dit, bah vas-y, t'as qu'à le faire, toi. Et donc en réalité, je dirais pas que j'ai fait ça pour ça y est, éduquer les gens, c'était pas du tout le propos, mais j'ai fait l'émission que j'aurais aimé voir à la télé, voilà. Avec mes moyens, donc c'est-à-dire avec une caméra un peu naze et un son pas terrible. Mais voilà. D'accord. Et parce que là, en pleine période de pandémie, je pense qu'on a plus que jamais besoin de vulgarisation scientifique. Ouais, mais c'est un peu tard même. Hein, je veux dire, mais voilà, il en faut, mais il faut insister. Mais ça fait des années qu'il aurait fallu déjà. En fait, on a trop laissé. Je sais pas. Là, pour le coup, c'est un peu un autre sujet, mais pas tellement éloigné non plus. Je sais pas à quel moment c'est arrivé. Moi, je pense que c'est arrivé quelque part après le 11 septembre 2001, où déjà on a eu l'explosion des chaînes d'infos en continu. Parce que c'est vraiment des chaînes qui existent pour ce type d'événement. Sauf qu'à un moment donné, ces chaînes, elles ont besoin d'avoir des programmes, et elles ont commencé à avoir de plus en plus de débats, et d'un coup, c'est démocratisé cette idée que tous les sujets peuvent avoir deux sons de cloche. Or, autant dans un débat de société, un débat politique, un débat sociologique, un débat philosophique, oui, on peut avoir des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, basiquement, mais aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de gens qui pensent que la Terre est plate. Et quand on discute avec eux, ils disent « Écoute, t'as ton avis, j'ai le mien, tous les avis se valent. » Non, tous les avis ne se valent pas. Il y a des avis qui valent rien. Et il faut maintenant réussir à remonter ce fil et à le défaire, cette idée que tous les avis se valent. Il y a En philosophie, peut-être tous les avis se valent. Sur des sujets d'opinion, tous les avis se valent. Sur une idée politique, est-ce qu'il vaut mieux réformer comme ci ou comme ça? Il y aura aussi des paroles d'experts, mais on a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Bon, quand il y a un scientifique qui dit « j'ai calculé la distance Terre-Lune, c'est 349 854 km », et qu'il y a quelqu'un qui dit « non, en fait, la Lune, c'est un sticker qui est collé sur un espèce de dôme à 4 km », c'est pas un avis, c'est une ineptie.
Vous inspirez beaucoup de la science, mais également de l'histoire, et alors notamment du fait que les Russes et les Américains se sont arrachés les scientifiques nazis à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ça rentre typiquement dans le cadre de ce que je disais quand je dis qu'il faut que ce soit au maximum ancré dans le réel. C'est-à-dire, alors je ne sais plus comment s'appelait cette opération, parce qu'elle a un nom russe qui est super long. Mais c'est de la même manière, les Américains, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'opération Paperclip, ça c'est facile, Paperclip, c'est un trombone, où ils ont récupéré tout un tas de scientifiques, avant qu'il commence à y avoir des procès, des tribunaux, des machins, en se disant, bon, là on commence à être dans une course à l'armement avec ce qui va devenir le bloc de l'Est, donc ce serait bien qu'on ait des têtes pensantes. C'est comme ça notamment qu'ils ont récupéré Werner von Braun, qui est on va dire le papa de la conquête de l'espace. C'est lui qui va fabriquer, qui a conçu les premières fusées américaines. Et donc lui, typiquement, qui bossait pour Hitler pendant la guerre, qui fabriquait des missiles. Hein. Et donc, de la même manière qu'il y a eu cette opération Paperclip, les Russes, eux, sur la durée, ça a été, j'ai plus les chiffres, mais c'est dans le bouquin, mais je ne sais plus si c'était 15 000 ou 20 000 personnes qui ont été comme ça ramassés pour aller en Russie, pour, de la même manière aussi, donc des scientifiques, des chercheurs, des médecins, tout un tas de personnes qui pouvaient être utiles. Et ça, je me suis dit, bon, voilà, ça c'est un cadre idéal pour avoir, à un moment donné, un chercheur allemand qui se retrouve en Russie. Parce que ça peut s'inscrire dans un cadre réel. Est-ce que pour vous, ce type de littérature, ce genre de littérature, ça doit avoir une vocation d'alerte et de critique des dérives potentielles de la science? J'irai pas jusque-là. Je veux dire, ça fera pas le boulot que peut faire un 1984, typiquement. Ou Le meilleur des mondes, qui est beaucoup plus alertant, je trouve, que 1984. Avec son côté tout va bien, qui est encore pire. Non, mais je pense que ça peut... C'est un peu comme ce que je fais en vulgarisation, c'est-à-dire que ça peut titiller la curiosité des gens de se dire, tiens, on en est où justement des manipulations génétiques? Là, ils parlent de ça, mais c'est des choses qu'on pourrait faire. Et de se rendre compte que, bah non, on ne sait pas encore faire ça, mais par contre, on sait déjà faire ça, ça et ça. Et que donc voilà, donc on ne sait pas encore implanter un souvenir précis à un être humain, mais c'est simplement parce qu'on ne l'a jamais fait encore, parce qu'on sait déjà implanter des faux souvenirs à des souris. Ça, c'est des expériences qui ont été faites. Il y a eu des publications dessus. Donc on se dit, d'accord, ok. Et voilà, donc peut-être l'idée, c'est surtout ça. Moi, vraiment, de base, je n'ai pas plus d'ambition que de divertir les gens. Se dire, voilà, qu'ils soient pris dans le truc, que ce soit haletant, qu'ils ne sentent pas venir à la fin, que toutes les 80 pages ils disent quoi, mais je l'ai pas du tout senti venir, et puis qu'à la fin ils disent waouh, c'était fou, moi ça me suffit, voilà. Et qu'après quelqu'un se dise il faudra en faire un film, ou il faudra en faire une série, ou il faudra en faire quelque chose, voilà, et que ça vive sa vie. Après voilà, si j'ai pas du tout vocation, je me suis pas dit en écrivant ça va sortir et d'ici 1 an ou 2 à l'Assemblée nationale, ils vont constituer un comité d'éthique spécifiquement pour telle question. Non. Mais on y viendra, mais ce ne sera pas à cause du livre, mais on y viendra. Oui. C'est des questions qui, de toute façon, vont être soulevées. Et alors, en termes de questions d'actualité, parce que vos connaissances scientifiques, là, pendant la pandémie qu'on connaît de Covid-19, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait réagir plus que d'autres? Parce qu'on a parlé un peu tout à l'heure de complotisme ou Ce qui me fait réagir, en fait, moi il y a le truc qui m'a le plus frappé, c'est, alors, d'une manière générale, je ne parle pas de politique, je ne m'intéresse pas, j'ai mes opinions politiques à titre personnel, mais je ne m'intéresse pas du tout à parler publiquement de politique, donc je ne parle pas spécialement de ce que fait le gouvernement, mais voilà, si je devais dire, sur cette crise, je dirais que on peut estimer que le gouvernement a plutôt bien géré la crise, ou plutôt pas très bien, machin. Mais il me semble qu'il y a un truc qui est indéniable, c'est que niveau communication, ils ont foiré de A à Z. C'est-à-dire depuis le début, avec les masques, ça sert à rien, puis, enfin, et toutes ces choses-là. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, on leur dit, il faut mettre un masque, et ils disent, non, je ne mets pas de masque parce que le gouvernement nous a menti.
Et moi, une fois, j'ai eu cette discussion sur Twitter avec des gens. Alors, c'est pas le lieu idéal pour parler, pour débattre, hein, Twitter, mais je disais, mais même imaginons, un jeu de l'esprit, que le gouvernement soit intégralement constitué de gens qui veulent qu'on chope tous cette maladie et qu'on décède. Voilà, on imagine le pire cas. Les gens, ils veulent notre mort. Ok, on le sait, voilà. Même ils nous le disent, on le sait. Donc il ne faut surtout pas leur faire confiance. Le virus, il est quand même là. Il faut quand même éviter qu'il se propage. Donc il faut mettre les masques. Et la réponse en face que j'ai, c'est un mur. C'est non, le gouvernement nous a menti. Je dis oui, mais... Et alors je pousse le V, je dis mais il nous a menti quand il nous a dit que les masques ça servait à rien. Donc les masques ça sert à quelque chose. Donc mets ton masque. Et c'est ce mur-là, j'ai pas réussi à comprendre comment est-ce que ça pouvait autant bloquer, parce que le mouvement est trop grand pour que ce soit simplement un crétin dans son coin qui a décidé de ne pas écouter les gens. Non, non, il y a plein de gens. Tout le monde n'est pas débile. Donc si à un moment donné les gens bloquent là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et j'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est que cette chose qui bloque. Et j'ai une amie youtubeuse américaine qui, j'ai pas encore fini sa vidéo malheureusement, sinon c'est dommage, j'aurais pu du coup en parler. Qui, alors elle a une chaîne de sexologie, éducation sur la sexualité, tout ça, en totale décontraction. C'est sur YouTube, donc il n'y a jamais de trucs vulgaires, c'est regardable même par un grand public. Et elle a fait une vidéo qui s'appelait « Qu'est-ce que j'ai appris à propos du Covid en parlant de sexualité ?» Quoi, le titre un peu intriguant. Et en fait, elle commence comme ça, elle commence par dire la chose suivante, elle dit « Le premier truc que j'ai appris, c'est que comme pour parler de sexualité, il ne faut pas braquer les gens. Il ne faut pas les inquiéter, il ne faut pas les angoisser, il ne faut pas les braquer. Sinon, il n'y a pas de discussion. » Et je pense que c'est peut-être ça qu'on a loupé, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont braqués. Mais voilà, après, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, on va en sortir de cette crise. Simplement parce que si on regarde, quand il y a eu la grippe espagnole, qui n'était pas du tout espagnole, hein, la grippe, c'est juste que l'Espagne, c'était le seul pays qui comptabilisait clairement les victimes, donc du coup, on sait, ah bah c'est une grippe espagnole. Les autres pays faisaient genre, non, on n'en a pas, alors qu'il y avait des morts de partout. Bah, la grippe espagnole, à l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Les gens mettaient des masques, globalement. C'est marrant d'ailleurs de voir des photos, des gens en 1919 avec des masques. Et donc il n'y avait pas de vaccin, donc il y a eu énormément de morts, c'était une catastrophe. Bon, bah, on en est sorti. Donc de toute façon, on en sortira de cette crise-là. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est quand même qu'on en sorte le plus net possible, quoi. Les gens qui disent ouais, mais c'est comme la grippe c'est là tous les ans, il y a des morts, ce qui est, c'est triste. Je dis, on ne peut pas comparer, il y a beaucoup plus de morts du Covid. C'est moi, quand j'ai entendu, ça me navre un peu, même si je comprends ce qu'il veut dire quand j'entends Laurent Ruquier qui dit on devrait plutôt dire qu'il y a 99,865% de la population qui a échappé au Covid. Je dis, mais on ne peut pas dire ça. C'est faux. C'est exactement comme si moi je disais qu'il y a 99% de la population qui n'a pas encore eu le Covid. Non, il y a des gens qui ne vont pas l'avoir. Et les gens, en fait, et ça, pareil, voilà, c'est un problème aussi, un peu. Pas que, mais c'est aussi un problème d'éducation scientifique. C'est-à-dire que les gens, on leur dit 0,5%, ils disent c'est pas beaucoup. Sauf que 0,5% de la population, ça fait du monde quand même. C'est une vraie ville. Je veux dire, si en France, on est quoi? On est mettons 60 millions. Je compte vraiment petit. On est 60 millions. On est plus proche de 70, mais voilà, 60 millions, ça fait 300 000 personnes. C'est la ville de Strasbourg qui dégage. Ça fait du monde quand même. Donc si on peut l'éviter. Donc voilà, il y a ce qui m'a frappé vraiment depuis un an, c'est ça. Et moi, j'ai essayé vraiment aussi sur ma chaîne. J'ai invité des gens qui bossent à l'Institut Pasteur, qui sont dans les hôpitaux, qui sont au contact des malades, qui sont au contact des chercheurs. Et à chaque fois, la réaction est la même. C'est-à-dire qu'on a vraiment une réaction qui est ultra divisée avec les gens qui disent c'est vachement bien, mais qui savaient déjà que c'est vachement bien. Et les gens qui disent que c'est n'importe quoi, mais parce qu'ils savaient déjà que c'était n'importe quoi. D'accord, donc il y a encore beaucoup d'éducation scientifique à faire. Parce que là, dans vos activités, dans les temps qui viennent, est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire un deuxième roman? Oui, je suis dessus. Oui? Ouais. C'est ça? Je suis dessus, là. Là, j'en suis à la phase où je suis en train de nettoyer les post-it. Donc, parce que moi, je me disais, si vous êtes en rupture de stock, voilà, j'ai ce qu'il faut pour vous. Enfin, je peux vous en donner quelques-uns, quoi. Je ne sais pas si ça va suffire. C'est gentil, mais j'ai des stocks, en plus avec des couleurs. Maintenant, j'ai des codes couleurs et des machins. J'ai des codes couleurs pour les personnages, pour les actions, pour les lieux, pour les thèmes.
Et là, je suis à la phase justement où je nettoie et normalement, je dirais avant début mars, j'aurai attaqué mon résumé détaillé moche. D'accord. Mais vous ne laissez pas pour autant tomber l'aspect YouTube, enfin y penser. Donc l'éducation scientifique, vous vous y attelez. Oui, mais encore une fois, c'est-à-dire que moi, je me méfie toujours du terme éducation dans le sens où… Vulgarisation. Ouais, parce que ce qui se passe, c'est que moi, au début, c'est-à-dire quand il y a eu l'explosion de la vulgarisation sur YouTube en France, c'est-à-dire vers 2014 en gros, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé fin 2013, et c'est en 2014, d'un coup, ça a pris. Donc, tout le monde est monté d'un coup, jusqu'en fin 2016 à peu près. Il y avait une question qui était très récurrente, c'était est-ce que vous êtes le prof version 2.0 ? Moi, je me suis toujours défendu ce truc-là, je dis je ne suis pas du tout un prof. D'abord parce que, 1, j'ai pas du tout le niveau pour. 2, j'ai pas la rigueur d'un prof. Et 3, parce qu'il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire que l'éducation, c'est vraiment… j'ai beaucoup trop de respect pour le métier de prof. C'est beaucoup trop un métier que je serais absolument incapable de faire. J'ai été, quand j'étais étudiant, j'ai été prof dans quelques heures par semaine pour des élèves qui étaient en CAP maintenance et hygiène des locaux. Donc des gens qui en plus étaient en échec scolaire et tout. Quand je vois la complexité que c'est, et moi, je leur apprenais un peu de maths, un peu de physique, sachant que eux, ils allaient faire du nettoyage dans des hôtels en pratique. Donc c'est-à-dire qu'ils s'en foutaient, et puis s'ils n'étaient pas bons, c'était pas grave. L'importance, l'impact d'un professeur. Donc moi, voilà, éducation, je ne suis pas du tout apte à éduquer les gens. Le mot le plus proche que j'utilise des fois, c'est un espèce d'anglicisme dégueulasse, c'est edutainment. C'est voilà, c'est du divertissement un peu éducatif. Oui, parce que c'est très humoristique, vos vidéos. J'essaye Oui. d'être léger. En fait, j'essaye de parler à la caméra comme je parle tout le temps. Et je pense que ça passe mieux avec un ton léger, parce que de temps en temps, parce que sinon, une vidéo quand je fais par exemple le Big Bang, c'est 3 vidéos de 45 minutes, ça peut très vite être lourd, quoi. Donc même si les blagues, ça va, c'est pas non plus… je suis pas humoriste, donc c'est pas non plus… ça casse pas des briques, mais ça permet de garder un ton léger, et un rythme surtout. Bon, alors peut-être que vous aurez quand même besoin de post-it. Alors en fait, ce que je vous propose, est-ce qu'il y a des surprises sur ces post-it? Oui, voilà, c'est ça. C'est de choisir. Alors, vous commencez par un post-it. Vous le prenez où vous voulez. Ça peut être en dessous, et vous le retournez. Et il y a une question au dos. D'accord. Voilà. Il y a aussi un code couleur. Hein. Ouais, je vois, Voilà, mais du coup, je sais pas ce que signifie ce code couleur. Oui. Et ça, vous allez me le dire ou vous me le dites pas? Je vous le dirai au fur et à mesure, mais c'est pour que vous ne preniez pas toujours la même couleur. Donc là, j'ai pris un trait vert. Ah oui. Comment s'appelle le père de Léodagan? Oui. Goustan le Cruel. Comment? Goustan le Sanguinaire. Attendez. Non, c'est ça. Léodagan le Sanguinaire. Goustan le Cruel. C'est ça. Bravo. Putain, faut pas que je me plante sur Kaamelott là. Allez-y. Hein, non, mais je réfléchissais si c'est bien le Cruel et pas le Sanguinaire. Du coup, non, c'est le Cruel. D'après mes sources, c'est le Cruel. Du coup, je vais rester sur du vert parce que ça est du Kaamelott. Ça, c'est bien. Énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut rajouter? Oh putain, il est fort ce con. Voilà. Quoi, c'est ça votre énigme? Attendez, une autre. Allez, je vais prendre un trait bleu. Comment calculer le volume d'une boule? Ça, c'est les maths. 4 tiers de pi r cube. 4 sur 3 fois pi r cube. 4 fois pi fois rayon cube. Au cube sur 3. Bravo. C'est ça. Je vais m'éloigner des bleus là. Alors, on va avoir un rond rose. Je sais pas si c'est rose. Sous cette lumière, ça a l'air rose. Orange, ouais. Un livre qui vous aide à vivre. Waouh. Un livre qui m'a beaucoup aidé à une époque. Enfin, aider, c'est un bien grand mot, mais en tout cas qui m'a ouvert plein de chakras, comme on dit, même si j'aime pas cette expression. C'est le Monde de Sophie. Du coup, il y a eu toute une période, mais je prends pendant 10 ans. Dès que j'avais un cousin, un neveu, une nièce, n'importe quoi qui fêtait un 15e, un 16e anniversaire, cadeau, peu importe le cadeau, je larguais un livre de Sophie avec, un monde de Sophie avec. Sinon, un bouquin qui m'a vraiment remué, que je conseille à tout le monde tout en leur disant bon, par contre, il faut faut prendre le temps, ouais. C'est Le Monde des Feuilles de Marc Danielewski, qui est
c'est un labyrinthe qui, je sais pas comment, il a mis, je crois, 12 ans à l'écrire. Je sais pas comment il a réussi à écrire ce livre, qui est vraiment un truc complètement dingue. Le monde des feuilles. Mais sinon, ouais, le monde de Sophie. Donc ça, c'est les questions perso. Ouais. Alors, donc ça, c'est Kaamelott toujours. Qui sont les parents de Merlin? Bah, tout ce qu'on sait, que c'est un démon et une pucelle. C'est ça. Et qu'il a beaucoup plus de la pucelle, d'ailleurs. Voilà. C'est Arthur qui dit que Ouais. Merlin... Ouais. C'est vrai que vous êtes fils de démon et une pucelle, ouais. Vous avez plus pris de la pucelle. Alors, donc c'était les ronds, question perso. Allez, ouais. on va aller sur notre question perso. Un film qui vous aide à vivre? Wow. Ça dépend, ça veut dire quoi qui vous aide à vivre? C'est large, c'est vaste comme... Bah, qui vous a... Ouais, qui vous aide à vivre, je vois pas comment dire autrement. Un film qui vous accompagne dans votre vie, quoi. Ah! Je vais pas dire que ça va être hyper bateau pour le coup. Je vais dire 2001, mais c'est tellement... Et en même temps, c'est un film que je regarde pas si souvent que ça, parce que c'est comme 2001, quoi. Je veux dire, c'est pas un film qui se regarde avec du popcorn toutes les 5 minutes, quoi. Mais sinon, un film sur lequel je reviens régulièrement, JFK. JFK, c'est... j'avais participé à une émission sur YouTube par Aurélien Porteau qui fait Gauvin dans Kaamelott, où il m'avait demandé de réfléchir il m'a dit, voilà, on va faire une émission, tu vas regarder un film qui est, si tu devais plus regarder qu'un seul film, ce serait lequel? Et j'avais creusé, il y avait tout un paquet de films, et puis celui qui revenait le plus souvent, c'était JFK. Et c'est vrai que JFK, surtout, c'est un film qui dure, en version longue, il fait 3h20, un truc comme ça. C'est un film que j'ai dû voir au moins 25 fois. Donc, mais sinon, moi, c'est plus les séries. Depuis des années, c'est beaucoup plus les séries. Et s'il y a une série... Et juste JFK, pourquoi JFK? Je trouve qu'il y a vraiment... Pour moi, ce film, c'est un peu un miracle. Que ce soit en termes de casting, d'histoire, de rythme. C'est déjà, moi, je crois que c'était la première fois que je voyais un film aussi long et que je ne voyais pas passer. Parce que 3 heures, parce que à l'époque, je voyais en version, c'était pas la version longue, c'était 3 heures. C'est long déjà. Et il y a toute une partie enquête, procès, tout ça, toutes des histoires politiques. Alors bon, après, quand on le regarde avec un peu plus de recul, parce que la première fois que je l'ai vu, je devais être jeune ado, donc pour moi, c'était clair que voilà, l'assassinat de Kennedy, c'était une conspiration dingue. Après, on s'écarte un peu d'Oliver Stone et on comprend mieux, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour dire que Oswald n'a pas fait ça tout seul. Maintenant, peut-être qu'ils étaient juste deux, en fait. Il n'y a pas besoin d'imaginer que la CIA ou le FBI ou la mafia ou je sais pas quoi. Mais donc, de toute façon, c'est plus compliqué que l'histoire qu'on nous a racontée. Et en même temps, ça en dit long aussi sur les États-Unis. Sur cette façon qu'ont toujours eu les États-Unis de raconter leur propre histoire. C'est une comparaison que je fais de temps en temps, c'est la guerre du Vietnam n'était pas finie, qu'il y avait déjà des films sur la guerre du Vietnam, alors que dans les années 50, Kubrick avait fait un film, je crois que c'était dans les années 50, Les Sentiers de la Gloire, a fait un film sur la Première Guerre mondiale qui est censé se passer en France et qui était interdit en France. Ça faisait 40 ans que c'était fini, quoi. Et que c'était un film. Et donc voilà, mais les Américains, voilà, ils ont une façon, il faut toujours être très attentif à la façon dont ils racontent leur propre histoire. Parce que le problème, c'est qu'à réinventer leur propre histoire, ils finissent par oublier ce qu'ils font. Merde, le dessert préféré de Guenièvre. Ça doit être de la crème de marron. Non, c'est un truc au marron. C'est un truc... Non, c'est pas marron. Non? C'était pour son anniversaire, parce que Arthur avait oublié, c'est Lancelot qui amène le dessert, le machin, enfin qui a fait tous les plats. Alors il y avait des rognons, déjà ça c'était le plat. Et le dessert, je sais plus. La pâte d'amande. Ah oui, ok, non, d'accord. Alors, dans l'épisode de son anniversaire, elle dit que son dessert préféré, c'est la crème de marron. Mais il y avait un piège. Elle ramène de son voyage de Rome 3 livres de pâte d'amande qu'elle déglingue et puis elle déprime. Et puis du coup, Arthur va aller taper à Bohort, qui devient un petit cochon en pâte d'amande. J'ai fait les traits roses ou pas? Les traits roses, c'est science. J'ai pas fait encore. Comment se forment les arcs-en-ciel?
Oula, ça va être un peu long ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. En 2013 ou en 2000, voire tout début 2014. Hein. Assez simplement, en fait, quand il pleut et qu'il y a le soleil, si vous mettez le soleil derrière vous, en face de vous, la lumière du soleil va aller se refléter, se diffracter et se refléter dans les gouttes d'eau pour former un arc-en-ciel. Donc on va avoir toutes les couleurs du spectre, visibles et invisibles hein, d'ailleurs, sauf que les invisibles on ne les voit pas, mais ultraviolet, infrarouge ils y sont aussi. Et d'ailleurs, ça doit se situer à un angle entre 40 et 42 degrés, normalement par rapport à notre angle de vision et le soleil. Et les gouttes. Voilà, sinon après il faut rentrer plus dans le détail. Trait bleu, j'ai fait ou pas? Je me rappelle plus. Ouais, là vous avez tout essayé. Ah oui, comment calculer l'énergie de position? Voilà. L'énergie de position. Oui. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est programme de 3e. Parce que je vois bien l'énergie cinétique, je vois bien l'énergie pesanteur. Bon, il y a aussi l'énergie cinétique. 1/2 de MV2, ça ok. Masse fois G fois V au carré. Oui. C'est ça? Ok. Masse fois G quoi? Fois G fois V au carré. Vitesse au carré. Non, pas fois G. Non? Non, non. G, c'est l'intensité de la pesanteur. Ouais, on est d'accord. Il y a MGH, ça c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Bah, MGH, c'est l'énergie de position. Ah ok, donc c'est l'énergie potentielle. Peut-être que ça s'appelle maintenant de position. Ah, oui. Moi, j'appelais à l'époque, on appelait ça l'énergie potentielle de pesanteur. Ok. MGH. Et c'est d'ailleurs à un moment donné cette formule qui est utile pour montrer que deux objets, quand on les lâche dans le vide, même s'il y en a un qui est plus lourd que l'autre, ils tombent à la même vitesse. Parce que ça ne dépend pas de leur masse. Ok. Il y a un post-it, il n'y a pas de couleur, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à le classer dans un style de question. Voilà. Êtes-vous fâché avec Aristote? Pas du tout. Pas du tout. Ah bon, je croyais? Non, non, pas du tout. Mais c'est marrant d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un youtubeur qui s'appelle Monsieur Phi qui fait de la philosophie, qui a fait une vidéo sur moi pour expliquer à quel point j'avais tort de m'en prendre à Aristote. Ce qui se passe, c'est à la base, c'est parti comme un running gag en fait, parce que, et ça c'est un truc que j'ai toujours reconnu à Aristote, c'est qu'il s'est posé des questions sur tous les sujets. Sur tous les sujets. C'est-à-dire chaque fois, quel que soit le sujet, sauf voilà, comment fonctionne une télé, il ne s'est pas demandé, mais en tout cas, le magnétisme, l'électricité, la gravité, les planètes, les étoiles, d'où vient le monde, enfin tout, il s'est tout demandé. Ce qui fait que chaque fois que je faisais des recherches, à un moment donné, je tombais sur les théories d'Aristote sur le sujet. Et il s'avère qu'en physique, c'était souvent faux. Voilà. Et donc, moi, ça me faisait marrer. À côté de ça, j'ai toujours reconnu le fait que, voilà, Aristote, je suis totalement inapte à le juger en tant que philosophe. Il y a un énorme consensus pour dire que c'est un très grand philosophe, donc moi, ça me va, j'ai aucun problème avec ça. On dit aussi souvent qu'il a inventé la logique. Il n'a pas inventé la logique, il a formalisé la logique en rédigeant, comment s'appelle le bouquin? L'Organon, je crois. Enfin bon, il a participé à formaliser la logique. Je veux dire, le gars, c'était clairement pas un crétin, quoi. Mais voilà, à côté de ça, moi, ce que j'ai surtout reproché, c'est qu'on s'est beaucoup trop appuyé sur Aristote pendant des siècles. Pendant des siècles, c'était la voie de la raison de l'Antiquité, c'était la voie aristotélicienne. Donc Aristote, quand il disait les femmes sont inférieures aux hommes parce qu'elles ont moins de dents, ok. Personne ne s'est dit on va peut-être juste compter pour savoir si c'est le cas ou pas. Et voilà, donc il y avait plein de questions comme ça. Et c'est vrai que du coup, c'est un truc qui est resté sur ma chaîne. Alors que moi, si on regarde bien, ça fait si j'en ai parlé sur le Big Bang un tout petit peu, mais sinon, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé d'Aristote, mais les gens sont encore bloqués là-dessus. Alors là, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. Ah, c'est dommage. Quel est le lien entre Lancelot du Lac et le Seigneur Bohort? Ils sont cousins. Donc ça va être la dernière question. Ils sont cousins. Ils sont cousins, oui, c'est ça. Ou peut-être qu'on peut se faire juste encore du Kaamelott parce que ça va vite. Avec Kaamelott, ça va vite. Allez, on va se faire du Kaamelott. Quand vous ne comprenez pas une phrase, quelle est votre botte secrète? Alors, il faut dire c'est pas faux. Mais à un moment donné, il ne faut pas dire en plus c'est pas faux en boucle. Il faut accepter de dire de temps en temps, non, ce mot-là, je ne le connais pas. Merci Bruce Benamran merci à vous d'être venu nous voir.
pour le Festival du Livre de Colmar. C'est avec plaisir, c'est dommage qu'on ne soit pas en présentiel, mais bon, voilà.